monde, c'est Marie-Chloé. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Moi je suis contente d'être là. Bienvenue à tout le monde. Merci d'être ici après de si longs mois sans pouvoir discuter ensemble. Voilà, merci en tout cas de vos gentils mots et de vos gentilles attentions pendant mon absence du podcast. Je pense que j'étais pas là pendant 6 mois à peu près, mais en tout cas j'ai quand même pas non plus tant de choses que ça à vous montrer parce que je pouvais pas coudre ni tricoter pendant un bout de temps. Donc là j'ai pu reprendre tranquillou. J'ai de la couture à vous montrer, pas mal de tricot, comme d'habitude, des choses trop bien, des choses un peu moins bien, des choses que je suis même pas sûre de porter. Donc voilà, c'est ce qui se passe quand on s'amuse à faire des choses à la main. Et puis en plus, comme ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu que j'ai même pas pu vous montrer ce que j'ai reçu à Noël, je vais pouvoir vous parler un petit peu de tout ça. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je sais pas si j'arriverai à tenir assise assez longtemps pour faire tout le podcast en une fois. Donc si jamais vous voyez qu'en fait l'arrière a changé ou la lumière a changé, c'est juste que j'ai fait une petite pause et que je suis revenue un petit peu plus tard. Voilà. Donc comme d'hab, je vous parle de tricot, je vous parle de couture et puis je vous montre un petit peu de jolies choses que j'ai découvertes et que j'ai reçues un peu plus à la fin du podcast. Ce que je porte aujourd'hui, c'est pas forcément... Si, il y a quand même du fait main. J'oublie, ça me rappelle la remarque sur Instagram que j'avais fait... sur le fait qu'il y a des choses qu'on fait main, qu'on a fait depuis si longtemps, qu'on a depuis si longtemps dans notre garde-robe, qu'en fait on ne se rend même plus compte en les mettant et en les portant pendant toute la journée que c'est des choses qui sont faites main. Et là en l'occurrence je porte donc mon t-shirt plantain que j'ai fait dans un jersey acheté chez Lulu la Luciole. Je l'ai fait il y a 4 ans, 5 ans. Il est toujours super, le tissu ne bouge pas du tout, enfin bref, je l'adore et maintenant c'est un t-shirt de ma garde-robe et des fois le pauvre je le porte en oubliant que c'est un t-shirt que j'ai fait à la main. Bref, sinon on va commencer par la couture parce que c'est ce qui est en haut de la pile et vous voyez qu'elle n'est pas hyper stable. Je vais commencer par ma chemise. Alors, j'avais bien préparé mes affaires pour le podcast, notamment mes affaires de couture. Et en venant pour tourner, je me suis rendu compte que le chat avait commencé à faire sa sieste sur le tas, vous voyez, bien moelleux de couture et de tricot. Forcément, c'est un chat, donc de 1, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Et de 2, dès qu'il y a un endroit qui a l'air un petit peu confortable, c'est le sien à lui pendant toute l'après-midi. Voilà, mes vêtements seront pleins de poils blancs et pas du tout repassés. Voilà. Donc la chemise que j'ai faite, ça fait un bout de temps que j'avais envie d'essayer de coudre une chemise à manches longues. J'avais depuis 1 ou 2 ans une chemise à manches courtes de M comme Marie que j'utilise beaucoup, que j'ai beaucoup cousu et que j'aime bien. Et j'avais envie d'essayer la chemise à manches longues parce qu'au final c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et comme j'avais réussi à faire une chemise à manches courtes, donc avec un col, un pied de colle, je me suis dit que juste rajouter les manches longues, mais avec quand même la petite difficulté de la fente et du poignet, ça pourrait me permettre de progresser un petit peu en couture. Et effectivement, c'était un projet hyper sympa. J'ai choisi de faire la chemise Alban de chez Machine. Alors, on va ouvrir le chat. Donc, j'ai choisi de faire la chemise Alban de chez Machine, qui est devenue maintenant Couture Sauvage. Et je crois que vous pouvez trouver leur patron, mais uniquement à télécharger, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, c'est une chemise classique qui a été faite en collaboration avec Auguste et Septembre. Donc, une chemise avec un col, un pied de colle, 2 poches sur le côté. Et derrière, dans le dos, il y a un empiècement, vous voyez, un empiècement ici et un empiècement dos aussi pour resserrer et cintrer légèrement la chemise.
Et il y a quelques options. Là, la version que vous voyez, c'est la version la plus simple. Mais vous avez aussi une version que vous pouvez faire avec des manches courtes, donc avec des poches à plis, une patte sur l'épaule et puis une patte sur la manche sur le côté pour pouvoir garder la manche relevée. Pour ma part, j'ai fait ma taille habituelle. Non, j'ai pas fait ma taille habituelle, j'ai fait une taille au-dessus, donc j'ai fait la taille 40, parce que je voulais qu'elle soit un petit peu large et fluide et pas que ce soit je voulais que ce soit une chemise ample, pas comme les chemises classiques. Et donc, ma chemise, ça donne ça. Donc, vous voyez, taille 40, c'est quand même une chemise assez longue. D'habitude, je raccourcis un petit peu. Là, je ne l'ai pas fait pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc cette chemise, je l'ai cousue dans une viscose noire. En fait, mon idée, c'était d'utiliser ce reste de tissu pour faire un petit peu une toile et voir ce que donne le patron. Donc en fait, au tout début, quand j'ai commencé à coudre, je suis allée à Mondial Tissu, j'ai acheté plein de types de tissus différents pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, j'ai acheté voilà, du coton de plusieurs épaisseurs, du voile de coton, du jersey et de la viscose, et j'ai pris donc 2 mètres de viscose noire. Donc c'est un tissu qui il est plutôt simple à coudre, mais je pense que c'est assez évident que c'est pas un tissu qui est d'une qualité absolument dingue. Donc voilà, bon, le squatter arrive. Donc pour moi cette chemise elle durera le temps qu'elle durera et puis après on verra. Mais mon but c'était vraiment de voir comment elle taille, quels ajustements je dois faire et également voilà, si je dois la raccourcir ou pas et si, comment elle se comporte avec différents tissus. Donc la seule option que j'ai prise qui diffère de la chemise habituelle, c'est les poches où j'ai fait des poches avec le pli au centre et le rabat. Après, vous avez donc la patte de boutonnage classique, le col, le pied de colle. À l'arrière, donc je ne sais pas trop si vous voyez, donc l'empiècement en pointe. Et on a les 2 empiècements d'eau. Et c'est une chemise qui est arrondie sur le bas. Vous voyez, donc ça c'est le bas du devant. Et en fait, on voit que l'arrière est arrondi et un petit peu plus long. Donc c'est pour ça que je l'ai fait un peu ample parce que je trouve que c'est une chemise qui peut être sympa en été, qui pourrait être légère. Mais j'ai aussi également acheté en prévision des cotons un petit peu, enfin pas trop épais et un peu plus rigide pour avoir un autre style aussi de chemise. J'ai trouvé que c'était facile à coudre. Il y a pas mal de pièces forcément. Et ça prend un petit peu de temps d'assembler tout ça, mais j'ai pas trouvé de difficulté. Assembler les pièces les unes avec les autres, il faut être un peu minutieux au niveau des poches et des fentes pour c'est la patte capucin je crois, je sais plus comment ça s'appelle. Au niveau de la manche, c'est la première fois que j'en faisais une et en fait j'ai suivi un petit peu j'ai suivi même complètement le patron, mais à ce niveau-là, il n'était pas hyper détaillé. Et comme je n'avais jamais fait de fente capucin et que je ne savais pas vraiment ce à quoi ça ressemblait à la fin, j'en ai fait un premier et il était très bien, mais je n'étais pas certaine de ce à quoi ça devait ressembler à la fin. Donc bon, là, vous voyez, ça va très bien. Et sauf que j'ai fait le deuxième et j'ai pas fait gaffe parce que j'ai fait ça un petit peu vite. J'étais contente de moi au premier et en fait je l'ai mise à l'envers. Voilà. Et vous voyez le tissu en fait ressort à l'extérieur alors que normalement il devrait être à l'intérieur. Donc en soi c'est pas grave. Mais donc j'ai une jolie fente capucin à l'intérieur de ma manche et à l'extérieur ça ressort
c'est en relief quoi. Donc ça ne pose pas du tout de souci pour utiliser la chemise, pour la porter, mais du coup voilà, c'est un petit peu... Voilà, j'étais trop confiante en fait en faisant la première. Je me suis dit mais c'est génial en fait, c'est pas trop compliqué, tout ça. Je m'en faisais toute une montagne. Allez, je fais la deuxième et je l'ai faite à l'envers. Bon bah voilà. Mais au moins pour la prochaine fois, je saurai. Maintenant j'ai compris en fait comment ça fonctionne et donc en plus avec la viscose, l'endroit et l'envers du tissu sont pas évidents à trouver. Donc j'ai fait un petit peu comme j'ai pu. Et voilà, donc pour les prochaines, je vais essayer de, de ne pas me faire avoir une deuxième fois. En tout cas, bon, moi je l'oublie quand je la porte, j'y pense plus. Mais ça me fait rigoler à chaque fois que je revois en fait ces deux fentes de manches différentes. Ce que j'ai aussi adoré sur cette chemise, ce sont les boutons. C'est des boutons que j'ai achetés chez Mercerie Extra. J'hésitais à mettre des boutons noirs, mais au final, comme c'est une chemise qui est très simple, j'ai voulu mettre des boutons sympas. Et donc j'ai trouvé ces petits boutons en résine, vous voyez, qui sont donc un petit peu colorés en marron noir. Et moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. L'effet que ça fait un peu trop de répétition. J'aime bien le rendu. La seule chose, c'est que je trouve que mon placement de boutons n'est pas super. Vous voyez, au niveau des deux poches, le bouton du milieu, il est quasiment aligné et je trouve que c'est pas très beau. Ça fait aligné, mais je pense que j'aurais dû baisser un petit peu celui-là pour éviter d'avoir trop ce truc en croix quoi. C'est pas grave et en plus quand je le porte, ça se voit encore moins. Mais voilà, je pense que celui-là pourrait gagner à être descendu un peu et que les boutons pourraient tous décaler un petit peu. Sinon, oui, bah voilà, c'est une chemise en viscose noire, donc ça se porte très facilement, ça va avec tout, c'est génial. Et voilà, j'aimerais faire des versions plus estivales. J'ai trouvé un joli coton rayé qui est très sympa et j'ai envie de l'essayer pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc, ma deuxième cousette, je l'ai faite suite à vos suggestions, en fait. Parce que je vous avais demandé il y a quelques temps, il me semble que c'était l'été dernier, des patrons pour faire des t-shirts en jersey à col V, parce que je n'avais que des cols ronds. J'avais l'Arsène de chez Machine et le Plantain de Direndo. Et donc j'avais envie de tester le col V. Et beaucoup d'entre vous m'ont conseillé le t-shirt Briac, qui vient du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Et comme un heureux hasard, mais une grosse coïncidence, j'ai reçu le livre à Noël. Voilà. Donc, il est super. Déjà, trop bien, les patrons sont en papier. Donc, il y a juste à les décalquer et ça, c'est cool. J'avais hésité avec le livre de Direndo, mais comme il faut télécharger, PDF, imprimer et tout, et que ça me saoule, j'étais très contente de trouver les patrons en format papier sur celui-là. Il y a 2 planches qui sont recto-verso et je trouve que c'est bien organisé dessus et c'est pas du tout trop confus à décalquer. Donc j'en suis vraiment contente pour le début, même si je n'en ai fait qu'un patron. Donc coudre le stretch, vous avez pas mal de techniques et de conseils sur comment on commence la couture du stretch. Et puis après, en fait, il y a 8 patrons de base avec plein de déclinaisons de col, de longueur, de haut, de robe et tout. Il y a vraiment 40 000 choses à faire. Et en plus, parfois des conseils sur comment mixer les patrons entre eux. Donc je crois qu'avec ça, on peut se faire vraiment une garde-robe en tissu maille pour le reste de notre vie. Toujours est-il que moi j'ai pris le t-shirt Briac, donc c'est un petit peu le t-shirt de base du livre. Vous voyez,
Vous avez tout ça de conseils, d'histoire et de techniques au début. Donc c'est vraiment très, très poussé et très précis. Donc elle vous donne 96 versions du t-shirt. Franchement, j'ai pas vérifié si les 96 étaient effectivement toutes très différentes les unes des autres. Là n'est pas la question. La question, c'est vraiment qu'on peut s'amuser à faire ce qu'on a envie avec ce t-shirt. Qui en fait va aussi se décliner en robe. C'est ça l'intérêt en fait de ces conseils, et elle explique vraiment bien comment le faire, mais c'est pas juste le décliner, c'est aussi l'adapter à sa morphologie et le décliner tout en permettant qu'il soit adapté à sa morphologie. Donc j'ai trouvé ça vraiment même si parfois c'était pas... Enfin j'ai trouvé ça très intéressant de lire les différents conseils d'ajustement. Même si des fois c'était pas le cas pour moi en fait, je trouvais ça bon à savoir en tout cas, parce que je couds quand même de temps en temps pour les autres personnes de ma famille. Voilà, j'aime bien un petit peu pouvoir ajuster aux morphologies de chaque personne pour qui je le couds. Surtout que j'aime bien mettre en avant quand je couds que c'est un des moyens que je trouve vraiment très bien pour se réapproprier et se réconcilier avec son corps, et apprendre à mieux le connaître aussi. Et l'ajustement, je trouve que ça fait partie des choses qui sont vraiment super, de pouvoir faire un vêtement sur mesure dans lequel on est parfaitement à l'aise, quoi. Donc le t-shirt que j'ai fait, c'est le t-shirt Briac. Je l'ai fait en normal, longueur moyenne, il y a 3 longueurs différentes. Et col V, je crois que j'ai pris la profondeur moyenne, je sais plus, il y a 3 profondeurs de col à chaque fois. Donc voilà, il est super. Le col V, j'ai trouvé ça... Alors, il était très bien expliqué, mais j'ai un petit peu galéré pour faire la pointe. Et vous voyez, parce que ça rebique un petit peu là. Mais quand je le porte, ça se voit pas parce que c'est... En fait, c'est étiré et donc c'est aplati. Mais je pense qu'il faut que j'aille un petit peu plus... loin en fait dans le V quand je le couds. Enfin bref, il y aura des essais à faire, parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais, la manière de coudre relevé. Il y avait 2-3 petits détails qui m'ont un petit peu fait réfléchir dans tous les sens. Mais en tout cas, je suis trop contente de mon premier t-shirt. J'ai fait ma taille habituelle, la taille 38, et il est vraiment près du corps. Donc pas serré, mais près du corps. Et donc je pense que la prochaine fois, je ferai une taille au-dessus, parce que j'aime bien quand mes t-shirts sont un petit peu amples. Voilà. Mais ça, c'est un détail, et je le porte très souvent et je le trouve trop cool. Le tissu que j'ai utilisé, c'est un coton bio que j'ai trouvé chez tissu.net, parce qu'à Noël, j'ai cousu des t-shirts pour ma famille. J'ai fait un plantain manche courte, un plantain manche longue et un Arsène 2.0. Il y a une nouvelle version qui est sortie. Et donc j'ai fait une commande de coupons de coton bio en plein de coloris différents. Donc pour ma mère et mes sœurs, et j'en ai profité pour m'en prendre quelques-uns pour moi aussi. J'ai ce joli beige écru un peu chiné, donc toujours le genre de coloris que j'aime bien. Donc celui-là, il est trop beau, je suis contente, et je pense que vous pouvez vous attendre à encore plein de t-shirts col V dans les futurs épisodes de podcast à venir, parce qu'il me reste pas mal de coupons. Et sinon, ce n'est pas une cousette, mais c'est un de mes cadeaux de Noël. J'ai eu le top Ségur de Cozy Little World. Ça fait un bouton que je le voyais et j'aime beaucoup. Déjà, je le trouve très sympa. Et en plus, j'adore les différentes versions qui existent. Le fait qu'on puisse le faire en robe aussi, c'est tout à fait le genre de patron qui me plaît. Là, il dit jusqu'à 70 combinaisons possibles. Je ne sais pas si je ferai 70 débardeurs et robes, mais en tout cas, voilà, j'aime bien l'idée d'avoir un patron et puis on décline dans plein de types de tissus différents et ça nous fait un truc sympa pour l'été. J'ai vraiment envie d'essayer le détail des boutons recouverts où il y en a plein devant. J'ai vraiment l'impression que c'est fastidieux à faire, mais je trouve que le rendu est vraiment très joli. Voilà. Bon, pour la couture, c'est tout. Maintenant, je vais vous parler de mes aventures tricot.
Alors en tricot, je vais commencer du plus récent au plus ancien. Vous avez vu sur mon compte Instagram que j'ai commencé à faire le pull birthday d'Anke Strick plutôt. Voilà. Donc il n'est pas vraiment comme non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc je l'ai fait en Holzgarn, que j'ai tricoté en double. J'ai pris un brin d'écru non teint et un brin de vert. En fait, si vous voulez aller voir dans mes projets Ravelry, j'avais utilisé ces deux couleurs mais tricoté un fil à chaque fois séparé pour faire le Toubamé d'Eri TML qui était très sympa. Et là, j'ai voulu mixer ces couleurs pour avoir un vert chiné un petit peu plus clair. Le pull Birthday d'Anke Strick, je l'ai choisi parce que ça fait un bout de temps que j'ai envie d'un pull en côte avec de jolies emmanchures. Donc en fait, vous voyez, c'est un pull qui est... normalement, il est plus long. Moi, je l'ai fait un petit peu plus court et il a des manches longues aussi. Et donc, il y a un joli détail d'emmanchure sur cette partie-là. Et après, vous avez les augmentations des manches qui continuent également. Et après, on met les manches en attente, on fait le corps, tout droit. Et après, on finit les manches. Et moi, je voulais en faire un pull un petit peu de mi-saison pour avoir quelque chose qui soit un petit peu cropped. Et puis également, les manches, vous voyez, elles sont plutôt 7/8e. Si vous, voilà. Et donc j'ai tricoté ce pull, c'était un peu quand j'arrivais à me tenir à nouveau en position assise pendant longtemps, donc j'étais trop contente, je me suis mis à ce pull et tout, super. Je l'ai tricoté et je crois que en fait ça va pas. Comment vous dire, il est beaucoup trop large. Voilà, c'était à prévoir, c'est-à-dire que j'ai utilisé une taille aiguille un petit peu plus petite pour que au blocage, en fait, les côtes ne s'ouvrent pas trop. Et j'ai fait une taille en dessous de ma taille habituelle. Parce que je voyais bien, sur les projets Ravelry, qu'il y avait plein de personnes qui faisaient la remarque que le truc était devenu une robe, en fait, après le blocage. Et c'était prévisible, mais du coup... pas assez prévisible dans le sens où au niveau de la longueur en fait je m'en suis très bien sortie, mais c'est au niveau de la largeur où j'ai pas assez réduit la largeur, mais j'ai quand même fini le pull. Alors d'habitude en plus je m'y tiens vraiment bien parce que je me dis si dès le début je sens qu'il y a un truc qui va pas, j'arrête le modèle ou je change de laine ou quoi que ce soit parce que je sais que je le porterai pas. Et là j'ai voulu quand même essayer parce que forcément avant blocage la largeur n'était pas du tout trop importante. J'avais un petit doute, mais c'était pas encore quelque chose de trop fort, en tout cas pas assez fort pour que j'arrête le tricot. Et bah voilà, le truc est beaucoup trop large. C'est-à-dire que vous voyez, l'encolure, bah, elle tombe, mes épaules sont là, hein, et l'encolure, en gros, petit à petit, elle tombe de mes épaules. Alors que l'encolure, elle est faite avec des côtes... elle est faite avec une aiguille encore plus petite et je crois que l'encolure elle est faite en 2,75 et le reste est tricoté en 3,5. Et pourtant, même si j'ai essayé de faire quelque chose de très large, vous voyez, dès que je tire, en fait elle tombe. Et en plus, au niveau de l'ampleur, il est beaucoup trop large. Donc vous voyez, mes côtes sont ici et j'ai au moins 10 cm de chaque côté. Ce qui fait qu'à l'usage, j'ai plein de matière sous les bras là. Et du coup, j'ai plein de plis devant. Par contre, la longueur est super. La longueur du pull, la longueur des manches, top. Vous voyez, quand je mets les manches, elles sont longues comme ça et j'adore cette longueur. Je la trouve vraiment très bien. Sauf que comme le pull a tendance à tomber de mes épaules, je me retrouve quand même avec des manches plus longues que prévu. Donc, et le pull est tricoté en côte Fisherman. Les côtes Fisherman, c'est un peu long. Et le corps, j'ai cru que je n'arriverais jamais au bout du corps de ce pull. Alors que je l'ai fait quand même cropped. Hein. Il m'arrive
en dessous de la taille, 2-3 cm en dessous de la taille. Et c'était hyper long et j'en voyais pas le bout. Donc le modèle me plaît énormément, mais j'ai tellement la flemme de le refaire. Je sais pas. Et en même temps, là, j'ai quand même un projet fini, mais je pense que je vais le détricoter. Je sais pas trop. J'adore le rendu de la laine, par contre. Les deux fils mélangés, ça, c'est certain que je vais les réutiliser. Parce que je trouve que c'est hyper joli. En plus, alors je sais pas si c'est possible, mais je trouve que le fil Osgarn Super Soft tricoté tout seul est un peu plus rêche que tricoté en double. C'est mon impression, c'est pas une théorie scientifique, mais on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Donc voilà, je le trouve beau esthétiquement, mais à porter, ça va pas. Donc pauvre petit pull. Dans tous les cas, il fait maintenant trop chaud. Parce que la Osgarn Super Soft, déjà tricotée en simple, elle tient chaud. Donc tricotée en double, j'ai des bouffées de chaleur rien qu'en tenant le truc contre moi. Mais là, ouais, je crois que ça va pas aller et qu'il faut que je le défasse. Et qu'il faut que je fasse autre chose avec cette laine. Et que si je réessaye de tricoter ce pull, faut que je fasse des calculs, des choses comme ça. Un peu plus poussées. Donc bon, je ne laisse pas tomber la laine, c'est certain. Le modèle, je ne sais pas. Pour l'instant, je vais me concentrer sur les modèles un petit peu plus estivaux et je vais voir ce qui me donne envie. Mais voilà, c'est un projet fini, mais je pense que vous ne le reverrez plus. En tout cas, plus sous cette forme. Voilà, donc le Birthday de Anne Castric, tricoté en Osgarn Super Soft. Mon deuxième projet fini, un projet pas prise de tête, tout simple, super, des chaussettes autorayantes. C'est une laine que m'a offerte ma sœur. C'est les laines à chaussettes de West Yorkshire Spinners. C'est leur 4-ply et là, le coloris c'est Bright Side. Donc ce sont des laines autorayantes. Et là, vous voyez, vous avez en fait une petite rayure et une grosse rayure. Voilà, donc elles sont, comme leur nom l'indique, bien colorées, c'est des chaussettes qui ont du peps. Elles sont vraiment sympas. Je les trouve... C'était la première fois que je tricotais de la laine autorayante. Elles sont presque quasiment identiques. J'ai fait la première en fait comme ça venait et après j'ai juste commencé la deuxième exactement au même endroit et franchement on arrive à quelque chose qui est très 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 proche et la couleur contrastante c'est de la Regia Yak. Vous savez, Regia, ils ont fait des... Non, c'est pas la Regia Yak, c'est la Regia Silk. Ils ont fait des laines à chaussettes avec des laines, je dirais, un petit peu luxueuses. C'est-à-dire, ils ont fait de la Regia avec du yak, une avec du cachemire et une avec de la soie. Et là, c'est celle avec de la soie. J'en avais acheté 2 pelotes pour faire quelque chose avec, que j'ai finalement pas fait. Et comme elles sont en gris anthracite foncé, j'ai trouvé que ça pourrait être pas mal pour ces petites chaussettes. Donc le patron que j'ai utilisé, c'est le patron de chaussettes que j'utilise le plus souvent pour mes chaussettes basiques, c'est-à-dire le Mina's Vanilla Sock Recipe de Mina Philippe. C'est un patron qui est adapté pour des chaussettes, je crois que c'est du 36 au 43, 44, un truc comme ça. Voilà, elles sont simples. Le talon, c'est un talon en rang raccourci à l'allemande. Et la pointe du pied, il y a plein de poils de chat là-dessus. La pointe du pied, c'est une pointe de pied arrondie. Et je l'aime bien, je la trouve très sympa. C'est assez simple à faire et pas trop compliqué. Et à la fin, on fait un Kitchener Stitch. C'est un Kitchener Stitch? Je sais plus. Bref, à la fin, on ferme la chaussette. Voilà.
Donc bah voilà, c'est simple, c'est rapide, efficace. La laine est assez... C'est la première fois que je tricotais cette marque. Alors West Yorkshire Spinners, ils font pas des laines non superwash. Il y a eu un moment où c'était pas forcément, mais là a priori ils ont enlevé toute mention de laine non superwash, donc on part du principe que leurs laines sont traitées superwash. Leur credo, c'est vraiment d'utiliser des laines élevées donc, au Royaume-Uni, dans le West Yorkshire en fait, d'où est la filature. Au départ, c'était ça. Maintenant, ça y va un peu plus loin dans le Royaume-Uni, mais ils ont vraiment, voilà, ils travaillent avec du BFL. Dans ces laines à chaussettes, il y a 40% de BFL et après il y a un mélange en fait de plein de laines de moutons élevés au Royaume-Uni. Donc la démarche est intéressante. Leur laine, donc ils ont plusieurs bases différentes et leur autorayante commence à être assez connue. Ils en font souvent, enfin celles qui sont plus connues en tout cas, c'est leur collection de Noël. Chaque Noël, ils sortent des autorayantes thématiques colorées sur voilà, Père Noël ou alors les oiseaux d'hiver, des choses comme ça. Et du coup, elles partent assez vite. Cette laine-là, ma sœur, a priori, l'a prise, il me semble, chez Lily comme tout. Elle n'a pas su me dire le nom de la boutique où elle les avait achetées, elle s'en rappelait pas. Mais par contre, quand elle m'a décrit le site, je pense que c'était ça. Et puis en France, il n'y a pas énormément de sites qui proposent ces laines non plus. Donc voilà, ça, avec une description plus en éliminant ceux qui ne vendent pas cette marque, on arrive à retrouver un peu d'où ça provient. Donc voilà, c'est des petites chaussettes rapides. Le tourraillant, c'est hyper rigolo à tricoter. C'est vrai que c'était, bah voilà, comme tout le monde le dit, hein, on a toujours envie d'aller à la nouvelle couleur. Donc ma prochaine étape, je pense, ce serait d'arriver à trouver des laines autorayantes qui ne sont pas traitées superwash. Je ne sais pas si ça existe. J'en ai encore jamais vu. Peut-être qu'un jour ça viendra. Mais voilà. Donc j'ai trouvé ça vraiment rigolo et ça m'a donné envie d'en faire. Et d'autant plus que là, cet hiver, comme j'étais chez moi pendant les 3 mois d'hiver, je ne pouvais pas sortir de chez moi après mon opération. J'étais vraiment tout le temps à l'intérieur et j'ai énormément utilisé mes chaussettes en laine, un peu comme chaussons si vous voulez. Donc il y en a plein qui ont été usées jusqu'à la moelle. Donc il faut que je me refasse un petit stock de chaussettes. Alors je pense que cette année, je vais essayer de trouver des modèles un peu sympas pour reconstituer mon stock pour l'hiver. Je vais voir ce que je trouve. Et puis voilà, si vous connaissez des laines à chaussettes autorayantes non traitées superwash, ça m'intéresserait beaucoup de pouvoir les essayer. En tout cas, celles-là, elles sont très cool. Et elles mettent du baume au cœur avec toutes leurs couleurs. Et vous voyez, j'ai fait donc ma paire en 38. Et il me reste de quoi faire, je pense, au moins une autre paire. Je crois qu'il me reste 45 grammes. Donc j'ai de quoi faire, c'est des pelotes de 100 grammes. Et la pelote de 100 grammes, il me semble qu'elle coûte 8-9 €. Voilà, j'en mets pas ma main à couper, mais voilà, je crois que c'est à peu près le budget à prévoir pour ce genre de pelote, si ça vous intéresse. Voilà, et puis la Regia, bon, elle est pas du tout une bonne tête. Mais la Regia soie, je pensais que la soie, comme c'est un peu... C'est une matière qui a beaucoup de drapés et du coup en tricot des fois c'est un peu mou. Mais là vous voyez, pour le talon en fait, c'est vraiment... la laine se tient bien. Donc la soie je crois qu'il n'y en a que 20%, donc c'est pas non plus énorme. Mais j'ai déjà tricoté du mérinos soie avec 80% de mérinos, 20% de soie. Et on sentait beaucoup la soie. Là je pense que d'avoir l'ajout du nylon en plus, ça rajoute un petit peu de rigidité à la laine. Et du coup, bon, en laine à chaussettes, je serais curieuse de voir ce que ça donne et comment ça tient sur le long terme. D'avoir une chaussette entièrement tricotée avec ce fil, ça peut se tenter. Peut-être qu'avec ce reste de pelote, j'essayerai ça. Tiens, je vais voir. Une petite chaussette texturée. À réfléchir. Bon, et maintenant, je vais vous montrer donc mon dernier projet terminé, qui est mon projet
adoré de cet hiver. Mon dernier projet, c'est celui que j'avais commencé cet automne. C'est le... Oula, ça va tomber. C'est le gilet Mistigris d'Orlan Suche. Il est trop beau. Oh là là. Donc c'est un gilet qui se... Je sais pas comment on appelle. Il est même pas drop shoulder en fait. Donc c'est un gilet qui est un peu ample. Un joli col V. Un col légèrement arrondi derrière qui ne remonte pas. Au contraire. Qui fait un petit arrondi creux. Et je trouve ça très joli. Vous voyez là c'est les épaules et là c'est l'arrondi. Et après donc, on a les manches qui sont en jersey. Le gilet est ample et à la fin le corps est droit. Voilà. Donc pour ma part j'ai mis des boutons en bois parce que je trouvais ça sympa, je trouvais que ça il ressortait bien en fait sur la laine noire. Mais voilà, je sais pas trop ce que vous voyez, mais je pense qu'avec la lumière vous voyez un petit peu les reflets et puis aussi les poils de chat et les bouts de foin qui sont restés coincés dans la laine. Enfin bref, vous avez à boire et à manger dans ce gilet. Le gilet, donc on commence par faire, il se tricote de haut en bas, hein, il est vraiment simple, mais comme c'est un gilet, donc c'est en aller-retour. On commence par faire les manches, on a le point texturé qui en fait sont des torsades, et il est hyper facile à retenir au bout de quelques rangs, vraiment. Moi ce gilet je le tricotais sans le patron, enfin c'était vraiment pour un gilet et en plus avec des torsades, c'était presque un patron zéro cerveau, c'était vraiment très agréable à tricoter. Et alors j'ai trouvé je l'ai tricoté super rapidement. Je sais pas trop, ça reste de la déca donc ça avance vite, mais par rapport à d'autres, j'ai dû le tricoter en 2 semaines et demie, quelque chose comme ça, alors que d'habitude j'en mets au moins 3-4. Donc je me suis pris dans ce projet et j'ai beaucoup aimé le réaliser. Donc voilà, vous avez les torsades sur l'avant et puis dans le dos c'est exactement pareil, hein, vous avez les torsades. Voilà. Et en bas ça se termine avec des côtes de 2, toutes simples, et les manches, vous voyez, en jersey. Donc j'ai fait la taille S. Ce patron aujourd'hui il n'existe qu'en taille S et en taille M. Et comme les tailles sont... Alors déjà à la base le gilet, à la base le gilet est ample. Et en plus il taille un peu grand. Donc pour moi les tailles qui sont appelées SM, je trouve que c'est plutôt du ML. Parce que d'habitude je fais du M. Donc là j'ai tricoté le S. Et il est déjà grand, donc je pense qu'on peut plutôt les appeler ML. J'ai vu sur le compte Instagram du coup d'Orlan Suche qu'elle travaillait à agrandir les tailles. Je pense que ce serait bien parce que c'est un gilet qui est hyper sympa, qui est vraiment simple à tricoter. Parce que vous voyez à la fin, la bande, en fait, on a juste à relever les mailles, on fait du jersey, ça roulotte. Je trouve que c'est super joli et très simple à faire. Je trouve qu'il est vraiment accessible à des personnes qui peuvent être débutantes, mais du coup il faudrait effectivement un petit peu plus de taille. Toujours est-il que donc le mien, je l'ai tricoté dans la laine de chez Rosa Pomar, la Brusca. Et moi j'ai pris le coloris 16B, donc c'est le coloris noir. C'est un coloris qu'elle a sorti pas très longtemps avant que je commande. Ce gilet Mistigris, en fait, je l'avais en tête depuis longtemps, mais je n'arrivais pas à trouver une laine... En fait, je le voulais en noir. Je savais que je le voulais en noir, mais je ne trouvais pas de laine non superwash noire, avec la bonne épaisseur. Donc j'étais partie sur... le gilet à la base est tricoté dans la laine des toisons bretonnes. Donc en gris anthracite, ça aurait pu le faire, mais j'avais envie d'un gilet noir parce que c'est ce qui me manque dans ma garde-robe. Et donc voilà, j'avais pas envie de faire un énième truc coloré que je mets une fois toutes les 3 semaines. Là, je voulais vraiment un gilet noir que je pourrais porter souvent. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai fini, je le porte très régulièrement parce que je m'habille,
il fait un peu froid, bah, je mets le gilet noir et ça ira toujours avec, quoi. Et je suis vraiment contente du coup de l'avoir fait parce que je me rends compte qu'effectivement, je le porte, pardon, je le porte beaucoup. Donc la Brusca, donc c'est une laine de Rosa Pomar. Donc Rosa Pomar, c'est une marque de laine portugaise. J'avais déjà tricoté la Mondim, une laine à chaussettes. Mais là, donc c'est la... Rosa Pomar, elle, les laines qu'elle fait, en fait, son objectif, c'est vraiment de valoriser des races de laine portugaises. Et puis de travailler, comme d'autres personnes le font en France aussi, hein, sur en fait, toutes ces toisons qui sont jetées, alors qu'elles pourraient tout à fait être valorisées, mais parce que pour faire revivre en fait un peu... Oh, j'ai du mal cet après-midi. Donc son objectif, c'est de faire revivre la filière laine et de la faire revivre en valorisant la laine de tous les moutons en fait, qui sont élevés au Portugal, parce que c'est quand même un pays qui historiquement élève beaucoup de moutons, et donc c'est comme en France en fait, aujourd'hui les toisons des moutons sont si peu valorisées que parfois les personnes qui tondent vont même demander à être payées pour prendre la laine et ne vont pas racheter la laine aux éleveurs comme c'était le cas autrefois. Donc elle essaye de prendre le contre-coup de ça. Et donc la Brusca, en fait, c'est une laine qui est composée à 50% de laine portugais et à 50% de Saloia. Le Saloia, donc, c'est un très joli mouton avec une petite bouille un peu brune qui me fait penser à la solognotte, si vous voulez, qui a des jolies cornes. La photo que je vous ai mise, c'est une photo que j'ai trouvée sur le compte de Rosa Pomar, parce que c'était un peu difficile de vous trouver des photos de Saloia, parce que en fait, c'est un mouton qui est utilisé aujourd'hui surtout pour son lait. Donc ce sont les brebis qui sont majoritairement élevées. Et donc quand on cherche Saloia sur internet, on trouve des photos de fromage portugais. Après, on a vite fait des photos de moutons, mais c'est vrai que Rosa Pomar, elle fait de très jolies photos d'une manière générale. Et quand elle va visiter les éleveurs qui lui vendent, chez qui elle s'approvisionne en laine, en fait, elle fait de belles photos, et vous verrez sur son compte Instagram notamment l'élevage de Saloia où elle va. Il y a vraiment des très jolis clichés qui sont pris là-bas. Donc la Brusca, la mienne, je l'ai commandée chez Lana Tricot parce que du coup j'avais vu que Rosa Pomar avait sorti du noir. Donc dès que j'ai vu qu'elle l'avait sorti en noir, le métrage est pile bon pour le gilet. On est sur du 125 grammes, non, 125 mètres pour 100 grammes. Je suis un petit peu, j'ai du mal. Donc 125 mètres pour 100 grammes. Donc on est sur une déca. Ouais, sur une déca. Et le fil est très... Alors moi j'ai jamais tricoté du Saloia. Donc comme là il est mélangé avec du mérinos, je ne peux pas vraiment connaître les propriétés du Saloia qui sont propres à la laine de Saloia, mais je les déduis un peu en éliminant en fait les propriétés de la laine de mérinos. C'est-à-dire que là, on a une laine qui est quand même un petit peu souple, qui est douce et un poil rêche, et surtout qui n'est pas trop élastique. Donc je trouve, j'ai l'impression que du coup on a un mélange du mérinos, que le mélange mérinos-Saloia va vraiment donner un petit coup de rusticité en fait au mérinos, et aussi éviter ce côté trop élastique et changement de forme au lavage, ou en tout cas le fait que le tricot grandisse beaucoup. Mais par contre, j'ai été vraiment agréablement surprise après le blocage. Le fil a vraiment... Alors, il n'a pas gonflé. Si, il a gonflé quand même. On peut dire qu'il a gonflé. Il a gonflé, mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'il s'est un peu... C'est difficile à dire. Bon, il y avait un petit peu d'huile de filage, mais pas tant que ça sur le fil.
mais il s'est un peu étoffé. Je sais pas si je peux dire ça. Donc mon tricot ne s'est pas agrandi, hein. Mais par contre, on a quelque chose, le point est très régulier. Le fil, en fait, la manière dont il est filé, je ne sais pas si je vais vous le trouver, mais vous voyez, c'est un 2 brins et la laine n'est pas très retordue. C'est assez facile de séparer les brins. Vous voyez, on voit dans le fil que le retord n'est pas très très prononcé. Et donc en tricotant, j'avais l'impression que la laine était un peu fine. Et alors au blocage, elle prend vraiment un beau moelleux. Et du coup, je trouve que ce fil est hyper agréable. Il est très très chaud, vraiment bien chaud. Et en même temps, il reste moelleux et confortable. Il ne pique pas. Là-dessus, pour moi, il n'y a pas de souci. En plus, donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de foin qui est pris dans les fibres au moment du tricot. Donc le foin, on le voit bien sur mon gilet parce que le foin ne prend pas la teinture noire. Donc du coup, voilà, en fait, je l'enlève au fur et à mesure du tricot et au fur et à mesure que je le porte de temps en temps, je fais des petites sessions, j'enlève le foin du gilet. Mais du coup, ça montre bien que le fil n'est pas énormément traité. Donc déjà, il n'est pas traité superwash, ça c'est certain, parce que Rosa Pomar ne traite aucune de ses laines avec un traitement superwash. Mais en plus, du coup, il n'est pas non plus trop brûlé pour enlever les morceaux de foin. Donc moi, j'apprécie beaucoup ça. Son univers est vraiment, vraiment sympa. Et d'ailleurs, ce serait trop sympa de pouvoir faire ça avec des laines françaises. De moutons français, de mélanger les fils. Il y a plein de combinaisons qui pourraient être hyper intéressantes et hyper agréables à tricoter, je pense, avec les différentes races et toute la variété de races en fait, qui existe. Voilà, je m'enflamme un petit peu. Mais donc, mon gilet Mistigris, qui est vraiment mon gilet noir préféré de cet hiver. Il tient bien chaud, la coupe est super agréable. Oui, je vous disais la dernière fois que je ne savais pas si j'allais aimer cette coupe. Et en fait, elle est très confortable et je l'aime vraiment beaucoup. Il est simple à faire, il est rapide et il vaut vraiment le coup à mon avis. Allez, je passe à mon projet en cours et puis après je vous laisse. Alors, mon en cours. En fait, quand j'ai eu fini mon pull, ce pull vert là, qui n'était pas... qui ne m'a pas... Ou voilà, quand je l'ai fini, je me suis rendu compte après blocage qu'il était trop grand, qu'il n'allait pas aller. J'ai eu un petit moment où je ne savais pas dans quoi me lancer pour tricoter. Je voulais quelque chose, voilà, une valeur sûre, quoi, où je me disais, bon, je sais qu'il va m'aller, je sais que je vais l'aimer, je sais que la laine ira bien, bref. Donc j'ai décidé de monter le pull Morel de Fiber Tales. Donc Morel, c'est... en français, ça sonne un peu comme un nom de famille. Quand j'étais enfant, j'avais des voisins qui s'appelaient Morel. Mais en fait, en danois, ça veut dire... c'est une variété de cerises. Voilà. Donc le pull Morel, c'est un grand pull ample qu'elle tricote dans un fil sirop de... je sais plus qui, ça doit être The Fiber Co. Avec du mohair dedans. Donc laine à poil. Moi j'ai voulu le faire un peu plus petit et sans laine à poil, donc j'ai pris une fingering que j'ai acheté sur un marché en Italie d'une filature qui fermait. Donc je sais juste que c'est une laine de mouton élevée en Italie, mais je ne sais pas de quelle race il s'agit. Et la teinture, donc c'est une teinture qui est faite en filature, donc c'est pas une teinture à la main. Et c'est un fil qui est plutôt en fingering. Mais du coup, j'ai acheté un grand écheveau d'1 kilo de cette laine, donc j'ai très peu. Il y avait juste marqué laine 10 €, 1 kilo, donc j'ai pris ça. Après, j'ai discuté un petit peu avec le vendeur, mais bon, je suis pas non plus bilingue en italien, donc on n'a pas pu se raconter notre vie, lui et moi, alors qu'on avait pas mal de choses à se dire. Toujours est-il que ce pull Morel, donc c'est un pull où l'arrière vous êtes sur un point texturé, qui est un peu comme du point de blé si vous voulez, mais un petit peu
un petit peu, enfin qui n'est pas tout à fait pareil. Après on a un beau, c'est le début hein, donc je sais pas trop, c'est pas très très simple. On a donc sur l'avant un panneau avec un genre de quadrillage en maille jetée. Ensuite, de chaque côté, c'est bordé par une jolie torsade. Et juste vers les épaules, on a ce panneau en fait de nopp et de mailles en droit pour faire comme des cerises. Voilà. Et après, donc c'est un drop shoulder et puis les manches sont en point texturé également. Et on garde ce motif sur tout le reste du corps. Voilà. Donc pour l'instant, il me va bien. Le début était un peu compliqué. J'ai défait et refait 2 fois pour avoir le bon nombre de mailles. Parce qu'il y a... Vous voyez, il faut faire... on commence par les manches. Après on attache, on fait le col et après on a toutes les différentes sections en fait à mettre en place et il faut vraiment qu'on ait absolument le bon nombre de mailles, sinon comme tout est bien centré en fait, ça donne quelque chose, on voit très vite quand il manque une maille ou deux. Donc moi en général je suis plutôt, s'il y a une maille ou deux de plus ou de moins d'un côté, bon, c'est pas, j'en fais pas grand cas et je vais pas forcément défaire tout ce que j'ai commencé à tricoter pour ça. Mais là c'était trop voyant donc 2 fois j'ai défait, j'ai refait et puis là maintenant c'est bon, je suis lancée. L'alternance est plutôt simple à avoir en tête. Donc maintenant j'ai plus besoin de suivre le patron et je fais le peu jusqu'à pouvoir séparer les manches du corps. Donc là il paraît très petit mais c'est parce que vous avez le point texturé derrière qui resserre beaucoup le dos. Mais du coup, vous voyez, ça va être bien plus grand en fait quand il sera bloqué. Et voilà, c'est un point qui est très très extensible. Donc j'ai pas grand chose à raconter parce que j'ai pas grand chose de tricoté sur ce pull. Mais en tout cas, il est vraiment... les modèles de Fibertails, j'en ai tricoté beaucoup, j'ai fait beaucoup de tests pour elle, donc c'est vrai que j'ai l'habitude des modèles de cette designeuse. Mais je trouve qu'ils sont plutôt bien expliqués, ils sont toujours sympas à tricoter. Donc je suis vraiment... voilà, je suis contente et j'ai bien choisi parce que la laine me plaît, le patron me plaît et j'ai pas du tout vous savez, ce ressenti où je me dis mince, ça va pas aller, je vais jamais le porter. Là déjà j'ai hâte en fait d'en être à la séparation des manches, de pouvoir l'essayer et tout. Donc pour l'instant c'est un projet, j'en suis hyper contente. Donc il me réconcilie après mon petit échec sur le birthday d'Anke Strick. Là le Morel de Fibertails, il est très très bien et je l'adore. Voilà. Voilà. Donc pour le moment c'est tout, c'est déjà pas mal. Merci d'être resté jusqu'au bout. Je continue, là en couture, j'ai pas mal de petites choses à faire. J'ai envie de préparer un peu ma garde-robe d'été et surtout ce que j'ai envie de me faire c'est des pantalons cette année en couture. Il y a plein de modèles qui sont sortis avec des tailles élastiquées, des pantalons pas un peu amples qui me donnent vraiment envie d'essayer, d'avoir ces pantalons de mi-saison qui sont faisables dans plein de tissus différents, du jean, du chambray, du lin, des choses vraiment simples à coudre. Donc j'ai vraiment envie de tester ça et puis continuer sur ma lancée pour les t-shirts du livre Coudre le stretch pour voir un petit peu les différentes variations que je peux me faire. Donc je pense qu'on se verra d'ici environ un mois. Si je ne suis pas avalée par le boulot, par la montagne de boulot que j'ai en revenant de mon arrêt maladie. Mais pour l'instant tout va bien. Donc j'espère, je sais pas quand on pourra se revoir, parce que je sais pas quand on aura le droit de ressortir de chez nous. Toujours est-il que dès qu'on peut faire des petits tours un peu hors de chez nous, j'aimerais bien participer s'il y a un festival cet été, ce serait cool.
Donc j'espère qu'on pourra se voir en vrai. Je ne sais pas quand, cet été. Mais d'ici là, on se reverra sur YouTube, sur mon prochain épisode de podcast. Donc merci beaucoup, bonne journée, bon week-end et à très bientôt. Salut!